Il existe une question millénaire qui divise les foules depuis la nuit des temps. Ça n'a rien à voir avec la chocolatine ou les pronos de foot, mais bien qu'est-ce que la beauté? Pas besoin de s'étaler très longtemps pour dire que le concept de beau, de moche, de ce qui nous touche ou nous repousse est éminemment philosophique et très complexe. Complexe comment et comment ces mécanismes se retrouvent câblés dans la biologie des individus? C'est une des questions à laquelle la neuroesthétique cherche à apporter des réponses. Car ce sont les mêmes mécanismes neurologiques qui sont créateurs et amateurs de la drum and bass ou d'une sonate classique du XVIIIe siècle. C'est un peu trivial de le pointer, mais à moins de croire à une intervention divine chez DJ Hype ou Beethoven, on est face au constat que ces formes d'expression, aussi différentes soient-elles, sont créées et appréciées à des échelles, des époques et des publics différents certes, mais par le même cerveau humain. J'ai pris l'exemple de la musique car il est particulièrement intéressant en tant que matériau esthétique, puisque l'on peut considérer l'organe sensible, l'ouïe, et sa nature linéaire et unidirectionnelle comme plus évidente à analyser. Mais on va essayer de se pencher sur d'autres domaines d'expression artistique, comme par exemple les arts picturaux, la poésie, le cinéma, et on peut progressivement glisser dans des domaines plus appliqués comme le design, l'architecture et la liste continue. Aucun jugement de valeur ici. Ce qui est beau, agréable pour une personne, peut être repoussant et laid pour une autre. Et la réflexion qui nous intéresse s'applique de manière équivalente, que ce soit beau ou moche. À ce sujet, je citerai le compositeur de musique contemporaine Pierre Boulez. Rien n'est vraiment laid, à moins d'être raté. Et l'artiste Fernand Léger, il n'y a pas de beau catalogué et hiérarchisé. C'est l'erreur la plus lourde qui soit. Le beau est partout, dans l'ordre de vos casseroles, sur le mur blanc de votre cuisine, peut-être plus que dans votre salon XVIIIe siècle ou dans les musées officiels. Faisons une petite mise au point préliminaire. Existe-t-il une composante innée, biologique, dans cette notion d'esthétique? Le beau est-il codé dans nos gènes, apprécié dès la naissance? C'est plutôt nuancé, et certains phénomènes nous empêchent d'être catégoriques. Par exemple, la recherche évolutionniste explique que les canons de la beauté anatomique sont, dit simplement, codés génétiquement dans le but de choisir un partenaire au patrimoine génétique le plus robuste. Trait enfantin, symétrie du visage, silhouette, ça a quelques relents d'eugénisme, mais une partie de l'histoire de l'art est empreinte de ces idées, donc difficile de faire l'impasse. Idem pour le nombre d'or et la suite de Fibonacci mathématiquement liés. C'est un motif apparaissant dans la nature et les végétaux notamment, pour des raisons d'optimisation biologique. Ces principes mathématiques, que certains appellent un peu rapidement harmonie de la nature, auront des répercussions sur l'architecture, du Parthénon aux théories de Le Corbusier, le design ou l'art. Mais le caractère déterministe et le manque de consensus sur ces théories laissent de nombreux doutes. L'exercice peut être fait sur la nature de l'harmonie musicale. Quiconque voit cette vidéo saura reconnaître un accord juste, ou bien un accord dissonant. Cette harmonie est basée sur des principes mathématiques stricts et complexes, composés d'une fondamentale, d'harmonique et autres combinaisons. Mais cette mathématisation de l'harmonie se pourrait être un corrélat culturel, on va y revenir. La psychologie de la forme, la théorie de la Gestalt, nous renseigne sur nos perceptions visuelles et notre manière de voir le monde. Les aires corticales visuelles secondaires construisent un rapport structuré au monde en favorisant de nombreux raccourcis et approximations, cela dit très utile pour comprendre notre environnement. Les triangles de Canissa montrent par exemple le potentiel évocateur qu'ont certaines formes à en construire d'autres, un phénomène propre à l'RV2. Certaines illusions d'optique liées au mouvement et en particulier à l'effet phi seront-elles propres à l'RV5 ou MT. Ces exemples élémentaires participent à l'expérience esthétique globale dans un mélange de relations simples et complexes. Ces relations créent une harmonie visuelle basée sur des principes objectifs structurants tels que les grilles géométriques, comme celles utilisées dans le design graphique, les rapports de couleurs ou de mouvement, dans le montage d'un film par exemple, qui sont peu théorisés de manière rigoureuse dans les milieux des arts appliqués et du design, car la question de leur universalité fait débat. En effet, est-ce que cette théorie de la Gestalt est valide si on demande leur ressenti à une population inuite ou à des membres d'une tribu reclue en Amazonie? Abordons l'aspect culturel de l'esthétique. Mettons que l'on souhaite tester une composante esthétique, par exemple musicale, les caractéristiques émotionnelles d'une gamme en musique. Si vous tombez sur cette vidéo, il y a des chances que vous soyez de culture occidentale au sens large. Et vous faites vite le rapport entre une gamme majeure et une atmosphère joyeuse, alors qu'une gamme mineure inspire la tristesse. Mais au-delà de l'influence de l'origine géographique, l'histoire montre une évolution assez incroyable des codes musicaux dans le temps. L'accord que vous venez d'entendre, une tierce majeure, serait passé très difficilement au Moyen-Âge, alors que des références de la musique classique comme celle de Beethoven en feront une utilisation courante. Du point de vue expérimental, on peut trouver des manières de tester si les composantes sont innées en prenant un bébé de 3 mois, 1 an et 3 ans, et en lui faisant écouter les deux gammes. On peut mesurer son ressenti à travers des indicateurs comportementaux et éventuellement des mesures de l'activité cérébrale.
À partir de quel âge minimum voit-on un lien entre gamme et émotion? Et en partant de ce raisonnement, considère-t-on la période prénatale dans le ventre de la mère à l'abri de toute influence? Ce que l'on peut dire, c'est qu'il en est autant de la composition graphique, de l'architecture ou de la mise en scène d'un film. Il existe une culture latente de la musique, du design, du cinéma. Toutes les idées, toutes les gammes, toutes les compositions et tous les plans n'existent que par rapport à tous les autres, et s'inscrivent dès lors soit en accord, soit en opposition à ce contexte culturel. Nous finirons sur une citation de Léon Battiste Alberti, humaniste de la Renaissance: « La beauté est une conspiration ». Revenons à la question quelque peu naïve, existe-t-il une zone du cerveau qui juge si quelque chose est beau ou laid? Nombre de chercheurs se sont attaqués au problème d'un point de vue neurocognitif et biologique. On peut dire que ces différents aspects conscients et inconscients de notre problématique forment la neuroesthétique. C'est un champ de recherche très ouvert qui est apparu au début des années 2000 sous l'impulsion de spécialistes de la vision comme Semir Zeki au Royaume-Uni et porté en France plus récemment par Zoe Capula et GDR et Zars. La neuroesthétique s'appuie tout d'abord sur l'étude de particularités physiologiques qui peuvent être liées à des caractéristiques physiques des sensations, qui font partie de l'expérience du beau. Prenons l'exemple de la Joconde, on a observé qu'en filtrant les fréquences spatiales hautes ou basses du tableau, c'est-à-dire le degré de détail de l'image, on donnait à voir différentes émotions chez Mona Lisa. En sachant que le système oculaire humain filtre de lui-même les fréquences spatiales, en fonction de si on pose le centre du regard sur tel objet, ce qu'on appelle la vision fovéale, ou si on l'observe en vision périphérique. On peut donc comprendre un peu mieux les mystères qui entourent le sourire de Mona Lisa et les émotions qui s'y attachent. Il existe un aspect neurobiochimique à l'expérience esthétique. Le système limbique, ou cerveau émotionnel, s'appuie sur cette composante biochimique qui est proche du système endocrinien, lié aux hormones, c'est-à-dire beaucoup plus diffus, avec une action beaucoup moins précise dans le temps. Par exemple, la molécule de l'ocytocine, qui est connue pour son rôle dans des mécanismes liés à l'empathie, la confiance ou d'autres expériences à forte connotation sociale, voire conjugale, peut être déclenchée par le visionnage d'une pièce de théâtre ou d'un film, pour laquelle le spectateur éprouve un lien intime et sensible fort. C'est vraiment le caractère d'ambiance, de mood, qui se conjugue avec des événements cognitifs plus brefs, tels que le système de récompense du cerveau, qui s'appuie sur la dopamine, qui agit de manière plus ciblée. Une étude de 2011 dans Nature a observé les réactions de sujets faisant l'expérience d'intenses frissons de plaisir face à des pièces musicales. On a pu observer des pics de dopamine et un changement du rythme cardiaque, de la respiration, et on a pu détecter l'activation de zones cérébrales liées à la récompense. Cette étude de Salimpore et Zatorre se différenciait par le fait qu'on demandait aux sujets de venir avec leur propre playlist de morceaux de musique, que les sujets aimaient personnellement. Ce qui est assez remarquable lorsqu'une majorité des études d'esthétique se basent sur des canons esthétiques historiques, somme toute assez consensuels et plats. Sur l'aspect neurocognitif, des études d'imagerie cérébrale ont observé des activations des zones des cortex orbitofrontal et préfrontal liées à la conscience, du cortex insulaire et du système limbique liés aux émotions pendant l'expérience esthétique. Ça fait déjà beaucoup de zones et d'autres études ont montré également qu'une multitude de zones complémentaires pouvaient s'activer, telles que les aires sensorimotrices ou pariétales, selon des théories liées à la cognition incarnée. Par exemple, une œuvre spatiale écrasante ou une figure picturale dynamique. Une œuvre musicale particulièrement associée à une expérience de vitesse a des chances de déclencher une activation des zones MT et V5 liées au mouvement. Certains chercheurs ont construit des modèles théoriques structurant ces connexions entre les différents niveaux de traitement cognitif et neurologique. C'est un travail théorique important et nécessaire car cela permet de cerner la complexité, son aspect multisensoriel, visuel, auditif et multimodal, attentionnel, émotionnel, etc. Est-ce que l'expérience esthétique invoque nécessairement une composante émotionnelle ? Pourrait-on définir l'esthétique comme une expérience déterministe complexe mêlant perception et émotion ? En gros, chaque œuvre extrairait une partie du réel que le cerveau d'un individu, ayant sa propre histoire, va ensuite recomposer par des cheminements d'activation neuronale. Les questions s'entrechoquent, le manque de consensus et cette difficulté à être rigoureux scientifiquement peut donner l'impression d'un problème à l'ampleur hors d'atteinte. Mais l'ambition des sciences cognitives à offrir une analyse pragmatique et transversale, c'est-à-dire en observant les phénomènes micro et macro, permet de s'attaquer au problème avec un maximum d'outils. Cette approche multidisciplinaire sur les sciences du cerveau, vous la verrez prendre de plus en plus de place dans notre quotidien à mon avis. Alors oui, en essayant de comprendre l'esthétique, on frôle l'utopie scientiste. Mais rappelons simplement que cette course à la compréhension sera continuellement devancée par la nature expérimentale des arts, toujours là pour approfondir ce grand mystère du beau. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui s'est appuyée sur ces deux ouvrages notamment. Difficile de dire si je vais poursuivre ce format YouTube très chronophage, mais une chose est sûre, j'aimerais beaucoup voir cette recherche évoluer. On se tient au courant, à bientôt.